Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que les États-Unis sont maintenant complètement piégés. On le dit depuis le déclenchement de la guerre qu'ils sont dans un piège iranien. Et aujourd'hui, la situation est devenue tellement chaotique et volatile que c'est peut-être le moment de se poser un certain nombre de questions et d'analyser les enjeux pour voir quelles pourraient être les perspectives. Les Américains sont passés de la recherche d'un changement de régime qu'ils refusent d'admettre maintenant à un besoin de libérer le détroit d'Ormuz. C'est un camouflet. L'armée américaine n'a pas réussi par la force à faire s'effondrer le régime iranien de l'intérieur comme cela a été promis. Et au lieu de cela, eh bien, ils ont enregistré des dégâts considérables sur les bases militaires dans la région. Des avions se sont écrasés, des pilotes ont dû être secourus in extremis à l'intérieur de l'Iran et le détroit d'Ormuz est donc bloqué. Vous imaginez donc la frustration de Donald Trump qui, à la face du monde entier, vient de montrer que la puissance américaine avait des limites. De l'autre côté, on a les Iraniens aussi qui sont dans une posture beaucoup plus favorable, on va dire, qui leur donne l'avantage sur les Américains, mais qui sont eux aussi assez épuisés par des semaines et des semaines de bombardements et de destruction et de morts qui font que la situation est aujourd'hui une situation où chacun cherche un équilibre. Cet équilibre, c'est Islamabad qui a permis de le trouver pour les deux parties. Islamabad qui était une bouée de sauvetage, un moyen pour Américains et Iraniens de pouvoir se rapprocher pour reprendre ses esprits et surtout de préparer les coups suivants. Parce que moi, je suis convaincu que aussi bien Américains qu'Iraniens n'iront pas à la paix aussi facilement. Du côté des Américains par orgueil et du côté des Iraniens aussi par orgueil. Les Américains parce qu'ils ont affiché une puissance qui a besoin de se conclure par un succès, et les Iraniens parce que, aux yeux de leur opinion, quand même, il y a un besoin de prouver qu'ils n'ont pas subi tout ça pour rien. Leur guide est mort, des responsables civils et militaires ont été froidement assassinés, des enfants sont morts dans des écoles, des ponts ont été détruits, des infrastructures en tout genre ont été détruites, et ça laisse des traces. Hein. Je peux vous dire que la colère qui anime les Iraniens aujourd'hui doit être une colère immense, dont ceux qui ont soutenu au départ cette idée de changement de régime en s'opposant aussi violemment au régime iranien. Et donc, je crois que aujourd'hui, ces deux parties-là sont difficilement conciliables à court terme. Parce qu'il y a des impératifs qui sont différents. Les Américains, comme on l'a dit, eux, ils ont besoin de prouver que le détroit n'est pas bloqué. Donc, au lieu d'admettre que ce sont les Iraniens qui ont le contrôle du détroit, ils viennent, eux, organiser un blocus pour montrer que c'est eux qui tiennent la main. Et ils le font parce que les demandes qu'ils ont formulées, les demandes maximalistes, doivent être acceptées par les Iraniens, quel qu'en soit le prix. L'uranium et le programme nucléaire que l'Iran devrait abandonner, les missiles balistiques que l'Iran devrait abandonner, le contrôle sur le détroit d'Ormuz et donc les réparations de guerre que l'Iran devrait en quelque sorte abandonner, chercher à obtenir d'une autre manière. Donc, des questions sur lesquelles, de l'autre côté, on ne peut pas non plus abandonner. Pourquoi? Parce que sur la question de l'uranium, c'est quand même l'une des bases des attaques que subit l'Iran depuis toujours. Donc, un régime iranien qui accepterait d'abandonner le programme nucléaire serait un régime condamné à disparaître parce que l'opinion nationale n'accepterait pas qu'on continue à les engager dans une voie et qu'à la dernière minute, après tout ce qu'ils auront subi comme difficulté, eh bien, qu'ils baissent les bras. Et le peuple iranien, c'est pas le genre, c'est les Perses, c'est pas le genre à abandonner comme ça. Sur la question des missiles balistiques aussi, là où les Américains veulent qu'ils abandonnent, c'est le seul moyen de défense et de dissuasion et de nuisance des Iraniens.
Et l'opinion iranienne aussi le voit, le sait. Elle a dû être très fière de voir qu'il pouvait taper n'importe où dans la région et aller même au-delà, aller à plus de 4000 kilomètres. Donc, d'un point de vue concret, les Iraniens, le pouvoir en place ne peut pas transiger aussi sur la question des missiles balistiques. Et donc, il y a la dernière des questions qui est celle des réparations, qui elle aussi se pose comme un impératif à atteindre par les Iraniens parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'obtenir de l'argent et c'est un moyen aussi de rendre les coups aux monarchies locales qui ont participé directement ou indirectement à l'agression contre l'Iran. Donc, on est dans un jeu de poker menteur où, en quelque sorte, celui qui cédera le premier sera celui qui perdra. Et chacun s'en rend bien compte. Personne ne peut céder parce qu'il y a des questions vraiment existentielles et de prestige qui font que on ne peut pas s'entendre et on ne peut pas s'arrêter là. Donc, je crois que il faut bien avoir ça en tête avant de poursuivre l'analyse. Maintenant, si on va sur le sujet qui intéresse tout le monde, qui est le détroit d'Ormuz. Là-bas, il y a vraiment une redéfinition de l'ordre international et du fonctionnement de l'ordre mondial qui est en train de se jouer. Je vous explique. Dans le droit de la mer, il est établi la liberté de circuler dans les mers. C'est vrai que le détroit d'Ormuz est dans les eaux territoriales de l'Iran et de Oman, mais dans le même temps, c'est un détroit. Et on a rarement vu des détroits dans lesquels des droits de passage sont payés. Si l'Iran insiste sur ce droit de passage et réussit à l'imposer à l'ordre mondial, eh bien, cela ouvre la porte à ce que d'autres détroits puissent prétendre à eux aussi imposer un droit de passage. Ce serait la zone de Bab el-Mandeb, ce serait le détroit de Chine, le détroit de Taïwan, selon la manière dont vous voulez l'appeler. Ce serait plein de zones extrêmement fréquentées par des bateaux qui seraient des zones qui pourraient potentiellement être taxées par les pays qui les contrôlent. Et donc, ça, c'est un enjeu extrêmement important dans lequel la responsabilité première de ce problème est américaine. Et c'est pour ça que les Américains, je crois, en tout cas, sont en train de s'organiser pour essayer, par la force, de reprendre le contrôle de cette zone-là et de réimposer à nouveau la liberté de circulation. Et le défaut dans leur démarche, c'est qu'ils étaient pourtant prêts à accepter une certaine forme de droit de passage. Je vous rappelle que Donald Trump l'a annoncé devant tous les journalistes qu'il était prêt à partager ce droit de passage avec les Iraniens. Et donc aujourd'hui, revenir sur cela parce que les Iraniens ont dit que ça ne les intéressait pas et qu'ils devaient être les seuls avec le sultanat d'Oman à prendre ces frais, ça paraît assez incohérent. Et donc la posture américaine est quand même très affaiblie. Et dans le même temps, cette nouvelle posture de blocus du détroit, même si elle est ensuite présentée comme étant un blocus des ports iraniens dans la zone, elle passe mal parce qu'elle expose encore une fois les monarchies du Golfe à leur impuissance. Impuissance face à un Iran qui a clairement dit que si leurs ports étaient bloqués, eh bien ce seraient tous les ports de la région qui en souffriraient. Et donc, ils imposeront, encore une fois, aux ports des monarchies un blocus. Ça, ce serait un arrêt complet de l'économie mondiale. Et donc, on est pour le moment dans l'observation de cette situation et du niveau jusqu'auquel, eh bien, la mise en œuvre de ces blocus et contre-blocus va s'opérer. Parce que ça reste quand même quelque chose d'ultra sensible et je crois que même les Américains et les Iraniens eux-mêmes se posent des questions sur s'il faut vraiment exécuter ces menaces, si quelqu'un contrevenait à cela. J'ai vu que par prudence, il y a des bateaux iraniens qui n'ont pas bougé. De l'autre côté aussi,
il y a vraiment une grande tension qui est en train de se nouer là-bas et dont le cœur de l'enjeu est justement l'avenir du droit maritime. Comment est-ce que cela va se faire et la réaction américaine n'est pas forcément la meilleure, puisqu'elle aussi, c'est une forme de piraterie. Bloquer un détroit comme ça, c'est complètement interdit. Donc on rentre dans une zone rouge où chacun est en train, encore une fois, de jouer à un poker menteur extrêmement dangereux, dans lequel vraiment c'est l'image de l'ordre international, l'image de la superpuissance américaine qui est en train de se jouer. Et je crois que vraiment, les monarchies du Golfe, elles doivent vraiment se demander si elles n'ont pas commis une erreur magistrale en se mettant à dos les Iraniens de cette manière-là et en laissant les Américains ouvrir cette boîte de Pandore inutilement. Il n'y avait aucun besoin pour les États-Unis de s'engager dans cela, à part à remplir des objectifs mal définis et mal préparés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc tout ça, c'est le signe aujourd'hui que vraiment le monde est en train de basculer dans une nouvelle forme de délinquance internationale difficilement qualifiable et qui s'exprime de diverses manières partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais je crois que globalement, sur le long terme, ce qui pourrait déclencher une nouvelle escalade dans cette crise-là, ce seraient les Chinois, les intérêts des Chinois dans la région. Parce que le blocus qui est annoncé sur le port iranien, ça enlève aux Chinois une partie non négligeable du pétrole qu'ils utilisent pour leur économie nationale. C'est quelque chose qui est difficilement tenable pour les Chinois. Et donc, je crois que Donald Trump essaye en même temps de forcer toutes les puissances qui refusent de se mêler de ce problème, de ce bourbier dans lequel il est, à s'y impliquer. Les Européens, les Chinois, les Russes, tout le monde, ils veulent les forcer à s'y impliquer sans pour autant donner l'impression qu'ils les auraient appelés. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit, ouais, de toute façon, on a besoin de personne, on ne veut personne, et c'est l'affaire américaine qu'on pourra gérer par nous-mêmes. Mais bon, de toute façon, s'ils veulent nous aider, eh bien, ils peuvent venir nous aider. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un imbroglio qui a des implications globales très importantes et dont les principales à observer, ce sera bien sûr cette question du contrôle du détroit d'Ormuz et des droits de passage, cette question des monarchies du Golfe et de leur nouvelle relation qui va se dessiner avec les Iraniens, mais il y a également Israël, dont la réaction va être à observer parce que Israël, forcément, ne doit pas être très heureuse de voir qu'un accord pourrait être signé parce qu'elle a quand même exécuté le guide suprême iranien. Elle a assassiné un nombre incalculable de dirigeants iraniens et c'est humainement très difficile de concevoir vraiment une entente à court terme ou même une confiance entre les Iraniens et les Israéliens. Donc, il y a une exacerbation de la tension qui s'est produite de manière totalement inutile et qui aujourd'hui comporte des risques majeurs sur la stabilité régionale et sur la stabilité mondiale. Et on devrait vraiment continuer à observer une escalade progressive dont le dénouement ne semblerait pouvoir venir de nulle part. Il n'y a personne qui est en mesure de pouvoir faire la médiation entre cela. J'ai du mal à le voir, les Français, les Britanniques, les Russes, les Chinois, chacun se propose à sa manière, mais en réalité, on comprend qu'aujourd'hui, le nœud du problème, il est vraiment entre Iraniens, Américains. Les Iraniens veulent définitivement buter les Américains de la zone et les Américains, par prestige, ne veulent pas céder cela. Donc, voilà un peu les grandes cartes. Je suis dans mes débuts dans ce genre de vidéo-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à déjà l'aimer pour qu'elle puisse être recommandée par l'algorithme à d'autres personnes, la partager, vous abonner aussi à la page en question et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo
et s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, s'il y a des détails dans lesquels vous voudriez que j'apporte plus de précision. En tout cas, je vous remercie et je vous le dis, on a besoin vraiment de continuer à former, à comprendre les dynamiques internationales parce que celles-ci sont celles qui conditionnent les dynamiques régionales et les dynamiques nationales. Elles sont une partie intégrante de l'analyse à avoir. Il ne s'agit pas simplement de rester dans notre précaré national et de penser que ce qui se passe dans le reste du monde est trop lointain et qu'il faut s'occuper uniquement de nos problèmes. On a besoin de comprendre comment le reste du monde fonctionne pour pouvoir efficacement juguler les conséquences de ces événements internationaux dans nos propres pays et appliquer en quelque sorte des leçons à retenir de ces différents événements dans le monde. Première des leçons, d'un côté iranien, on a vu que un pouvoir déterminé pouvait réussir à faire flancher ou en tout cas à contenir les ambitions des superpuissances. Un pouvoir déterminé et organisé peut tenir face à une superpuissance. La force brute n'est pas à elle seule capable d'imposer une volonté. Donc on a des leçons que nous devons tirer pour mieux réformer notre éducation, pour au Mali réussir à mieux organiser le système de défense et plein d'autres sujets qu'on abordera. Je ne veux pas être trop long, donc je m'en arrêterai là, mais je vous invite encore une fois à vous abonner à la page et puis à appuyer le bouton j'aime et à partager ça pour que le plus grand nombre de personnes possible au Mali, en Afrique ou dans le reste du monde puissent découvrir les enjeux cachés derrière les crises internationales. En tout cas, je vous remercie et à bientôt.